Bonsoir, Dov. Ok. Et donc, je Charlie. vais directement aussi mettre le montage. Il faut toujours que je me rappelle comment je fais. Partage d'écran, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, voilà, ça va, vous voyez là? Oui. Ok, très bien. Ouais, Bon, très bien. euh, alors, juste avant de commencer, j'explique en On deux ferme les secondes micros, hein. pourquoi je parle de Jérôme Lindon. Jérôme Lindon, en fait, je suis tombé dessus en travaillant sur un bouquin que j'ai commencé il y a 20 ans et que j'espère finir dans les mois qui viennent. Mais il y a comme ça, il y a parfois des choses qui me prennent beaucoup de temps. Et c'est un bouquin qui est consacré au journal, je en parlais tout à l'heure, que les EI éditaient pendant la guerre. Et voilà, et donc j'espère en principe ça doit sortir quelque part pendant le premier semestre de 2025. OK. Alors, on va d'abord donc parler de Monsieur Lindon en tant qu'éditeur, puisque c'est comme ça qu'il est connu. Pour les gens qui veulent savoir, là, la photo qu'on a sur le côté, c'est une photo de Lautrec, donc la ferme école des élus pendant la guerre. Et Lindon, c'est le plus grand qui est au milieu. Jérôme était un garçon très grand. Il fait partie d'une grande famille de juifs français, comme j'ai marqué. Son père était un avocat assez connu avant la guerre. Et la famille était une famille aussi connue. Sa mère était la sœur d'André Bord. Je ne sais pas si le nom d'André Bord dit quelque chose à certains, qui était un des dirigeants de l'UGIF, il était de l'UGIF zone nord et qui a été arrêté et déporté avec toute sa famille en 1943. Et le grand-oncle de Jérôme était en fait André Citroën. Sa grande-tante était mariée avec André Citroën. Donc des juifs français connus, installés, etc. Mais des juifs pour qui l'identité juive avait apparemment une valeur, et ça on le voit dans le fait que non seulement il a fait sa bar mitzvah, mais au moment de sa bar mitzvah, il a pris des cours d'hébreu extrêmement sérieux. Et je dois dire que quand je vois à quel point il possédait l'hébreu vers 16-17 ans, et vu ma nullité encore aujourd'hui par rapport à ce que lui Notre connaissait. sécurité. Et là, évidemment, il y a un intérêt commun. Il n'y a qu'à réparer. Il Qu'est-ce y a qu'on veut leur quelqu'un qui répondre? doit La fermer son première chose micro qu'ils nous là. demandent, c'est l'engagement de nos forces armées. C'est tout le monde méconnu de Faites celles et ceux qui nous ceci, regardent. Mémé, là, qui Les est en amis, il y a train quelqu'un qui a sa radio. Alain, ferme Quelqu'un qui a tout le sa... monde. Tu peux pas fermer? Il y a quelqu'un qui Attends, a sa je radio. n'ai jamais Tout le monde compris. ferme. Et armées de terre qui viennent mettre en œuvre un accord de défense et de sécurité. Qui est-ce qui écoute la radio en même temps? Voilà, ça y est, c'est bon. Et donc, il aimait l'hébreu, c'est intéressant, on viendra dessus. Pendant l'occupation, bon, le père est statufié, donc il ne peut plus travailler comme avocat. Et ils vont se réfugier à Aix-en-Provence. Ils vont passer la guerre là-bas. Euh, comment il s'appelle, Jérôme ira au lycée de Aix-en-Provence, où d'ailleurs il va faire des études importantes. Lui a toujours prétendu qu'il était assez nul, en tout cas dans les interviews qu'il a données. Et en réalité, par exemple, quand il est en première, si je me rappelle bien, il est présenté à deux concours général différents, ce qui montre que quand même il n'était pas si nul que ça. Après la guerre, donc la famille se réinstalle à Paris, et son père ne va pas revenir à la profession d'avocat, mais il va devenir procureur, et notamment il est un des spécialistes des procès d'épuration dans la fin des années 40, notamment en matière économique. Voilà. Euh, Lindon, à un moment, est rentré aux EI. Je ne sais pas exactement comment
il est rentré aux éclaireurs historiques de France, mais toujours est-il que en été 42 ou en septembre 42, il arrive à la ferme école de Lautrec. Alors, les EI avaient essayé d'organiser un retour à la terre pour les jeunes juifs pour que comme ça ils aient du travail manuel. Et Lautrec, qui donc se trouve dans le sud-ouest près de Montauban, était la ferme école principale, là où se trouvaient Castor, Robert Gamzon, Léo Cohn, etc. Et donc il va passer un an là-bas. Quand Lautrec est dissous, lui, il est déjà apparemment rentré chez lui, puisque c'est une nouvelle année qui vient de commencer, en octobre 43. Et à ce moment-là, un mois après, un des responsables de Lautrec, donc qui a été dissous entre-temps, qui est Gilbert Bloch, et je reparlerai de Gilbert Bloch, vient voir le père le père de Jérôme Lindon, et il lui demande s'il autoriserait son fils à participer au maquis. Et c'est comme ça qu'en fait, Jérôme Lindon va se trouver parmi les premiers maquisards EI qui se trouvent dans une petite ferme à la Malquière, donc dans les monts de la Cône, là où donc sera situé par la suite le gros maquis EI. Il va participer au combat que tout le monde connaît, l'attaque du train, etc. Et comme la plupart des membres du maquis, en tout cas des membres juifs du maquis, il va s'engager dans l'armée française il participe à l'occupation, donc après lui mai 45, de la région du sud de l'Allemagne, près du Tyrol. Et à un moment, il va finalement être embauché par une espèce de centre que l'armée française avait mis en place pour essayer de dénazifier l'Allemagne et les habitants en faisant un certain nombre de propagandes, etc. Il rentre en 1946 à Paris, mais il rêve déjà en fait de travailler dans l'édition. Et on a déjà des traces de ça depuis le début de 1945, et à la fois dans les témoignages qu'il donnera et dans les lettres qu'il échange aussi bien avec sa famille que dans les lettres qu'il échange avec Gamzon. Et il a l'occasion, puisque par hasard, quelqu'un qui faisait partie du même groupe d'armée que lui a commencé à travailler dans une maison d'édition assez connue qui s'appelle les Éditions de Minuit, qui a été fondée en 1941 par un monsieur qui s'appelait Jean Brulaire, avec quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié son nom, je suis désolé. Et Jean Brulaire, il est bien sûr très connu sous son nom de résistant, Vercors, puisque c'est lui qui va écrire le livre extrêmement célèbre, qui est le premier livre que les Éditions de Minuit ont édité, qui est Le silence de la mer. D'accord? Et donc, il entre là-bas comme magasinier. C'est pas très clair d'ailleurs si au départ il est payé ou pas payé. On retrouve ses bulletins de paye que seulement qu'à partir de mars 47, mais peu importe. Et seulement, il s'aperçoit assez rapidement que comme toutes les maisons d'édition qui avaient été créées pendant la guerre, toutes ces maisons d'édition résistantes, eh bien, c'est la crise, parce qu'il y a une crise financière de manière générale en France, et le monde de l'édition est un monde extrêmement difficile et compliqué. Et donc, si Vercors ne réussit pas à trouver de l'argent, eh bien, il va être obligé de fermer les Éditions de Minuit. Et c'est là que son magasinier, qui est un peu homme à tout faire, Jérôme Lindon, va arriver un peu comme le Messie. Il va convaincre son futur beau-père, il va se marier 2 mois après, mais qui avec, comment elle s'appelle? Arlette, je crois, Rosenfeld, mais donc son beau-père Marcel Rosenfeld, qui était
aussi d'une famille juive importante et qui lui se disait bonjour. Ah, il y a de nouveau quelqu'un qui est rentré en oubliant de couper son micro. Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Merci. C'est un peu pénible. Allô? Je ne peux pas continuer si les micros sont pas fermés. Quelle est la personne qui a laissé son micro ouvert? Il y a une Michel C, ça, c'est pas là, cette personne. Voilà. OK. Donc, Si, il y a encore Bronstein, Tapia, Tobias qui ont les micros ouverts. alors fermez vos micros, s'il vous plaît. Bronstein, Tapia et Tobias. Donc, Marcel Rosenfeld, qui était un investisseur, un spécialiste d'investissement financier, va se laisser convaincre par son futur gendre d'investir de l'argent dans les éditions de Minuit. Il faut dire que la famille Rosenfeld est une famille qui lit beaucoup, pour qui c'est très, très important le monde des livres. Annette, la femme de Jérôme, elle sera une dévoreuse de livres, enfin, c'est comme ça que Jérôme en parle. Et donc, le fait que Marcel Rosenfeld investit de l'argent, ça permet en fait à Jérôme Lindon d'obtenir une position importante, puisqu'il rentre au conseil d'administration avec pratiquement la moitié des parts. Hein, c'est en fonction de, bien sûr, de l'argent qui a été investi. Et finalement, c'est très rapide. Michel C, je ne sais pas qui c'est, mais Michel C, il faut fermer votre radio. Michel C. Il y a encore Bronstein, Michel C. Michel Cohen. Michel C, je la connais. Michel Cohen. Merci, Michel. Et donc, ça lui permet d'avoir tout d'un coup une position extrêmement influente. Il va commencer à y avoir un peu des tensions avec Vercors, à la fois par rapport à la politique à mener, et finalement, Vercors partira fin 48, début 49, et Lindon reste le seul maître à bord des éditions de Minuit. Ah, ça c'est rigolo, parce que j'ai marqué, je vois les éditions de Midi, donc c'est bien sûr les éditions de Minuit, et donc c'est lui qui va mener cette maison d'édition très particulière jusqu'à sa mort en 2001. Finalement. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, pourquoi il va avoir un succès particulier? Parce qu'il est un vrai éditeur. D'abord parce qu'il a un flair extraordinaire pour trouver des auteurs et surtout des textes qui sont des textes importants. Et d'ailleurs, le premier auteur important qu'il va découvrir, c'est Samuel Beckett. Dès 1950, il faut se rendre compte que Samuel Beckett était un auteur irlandais, mais qui écrivait en français, et il avait été refusé par toutes les maisons d'édition. Et sa femme vient un jour apporter le manuscrit, et Lindon racontera qu'il a emporté le manuscrit parce qu'il rentrait chez lui pour manger à midi, et dans le métro, il a commencé à lire le manuscrit, c'est Molloy de Beckett, et il a commencé à rire tellement qu'il a failli faire tomber toutes les pages du manuscrit qui n'étaient pas numérotées. Enfin, ça a failli être une catastrophe. Et il comprend qu'il y a là un auteur extrêmement intéressant. Et effectivement, 20 ans après, eh bien, Beckett recevra, vous savez, le prix Nobel de littérature. Et c'est pas le seul prix Nobel de littérature, d'ailleurs, qu'il y aura un autre auteur plus tard qui sera aussi prix Nobel.
Et en plus de ça, par la suite, ce que va réussir à faire Lindon, c'est à trouver et encourager de nouveaux auteurs pour amener, comment dire, un souffle nouveau dans le monde, dans la littérature française de l'époque. Hein, si on regarde par exemple la liste, c'est lui qui découvre Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute, Michel Butor, et puis, comment elle s'appelle, Marguerite Duras. C'est-à-dire que tous les grands personnages qui ont démarré dans les années 50-60 et qui ont influencé profondément le monde de la littérature, c'est cette petite maison d'édition qui est indépendante, et bien qui va les découvrir. Et de ce point de vue-là, il est vraiment un personnage extrêmement particulier. Alors, la maison d'édition, les éditions de minuit vont également devenir très important sur le plan politique, puisque dès 1957, non seulement ils prennent position contre la guerre d'Algérie, mais ils éditent les livres les plus importants qui dénoncent la manière dont l'armée française travaille en Algérie, avec notamment le fameux livre de Henri Alleg sur la torture, qui s'appelle La Question. Et c'est quelque chose qui vaudra à Lindon plusieurs interdictions, saisies, procès, mais il tient bon, et pour lui, donc le fait de mêler littérature et moralité est quelque chose d'extrêmement important. Alors, par la suite, il va continuer à publier beaucoup de choses, mais comme je ne vais pas trop rester sur cette partie-là, alors je signale juste que c'est lui qui a eu l'idée de la loi sur le prix unique du livre, qui va donc être mise en place par l'an en 1981. Et pour lui, c'était très important à la fois de protéger le livre et également en même temps de faire en sorte que le livre soit abordable par le public. Voilà, il meurt en 2001, c'est sa fille qui va lui succéder pendant 20 ans à la tête de la maison d'édition, et finalement, elle va décider en 2021 de vendre la maison d'édition à Gallimard, et donc l'indépendance des éditions de minuit ont disparu depuis, même si la maison d'édition continue à fonctionner avec un petit peu quand même le même style, que ce soit dans les, dans les revues qu'ils publient ou alors dans les nouveaux livres qu'ils ont. Voilà. Donc ça, c'est le côté officiel, c'est ce que les gens connaissent, c'est ce qu'on peut trouver dans Internet. Or, en travaillant donc sur cette espèce de journal semi-clandestin des EI, j'ai rencontré là-bas Jérôme Lindon, et où il tient une place qui n'est pas négligeable. Il est un de ceux qui a le plus écrit, en tout cas en 1943 et 1944, dans ce journal, et c'est de ça maintenant qu'on va parler. Alors, donc je rappelle, la ferme école de Lautrec, elle est créée en octobre-novembre 1940, et puis l'ambiance n'est pas toujours très facile, parce que il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de nourriture. Il est question d'une ferme école où il y a des jeunes qui ont à peu près entre 16 et 20 ans, donc c'est pas simple. Et il y a un certain Léo Cohn qui était en Algérie parce qu'il avait été à la Légion étrangère, et qui donc était, comment dire, l'animateur religieux principal des EI, qui revient à ce moment-là, mi-41. Il se rend compte donc qu'il y a une très mauvaise ambiance, et il se dit, pour résoudre un peu ce problème, il faut que les gens puissent s'exprimer. Et il invente un journal mural où les gens peuvent écrire ce qui leur passe par la tête, aussi bien mettre des poèmes que écrire qu'ils ne sont pas contents du tout à cause de la manière dont les tâches sont réparties entre les différents stagiaires de cette ferme école. Et c'est quelque chose qui
a un tel succès que les gens qui passent à Lautrec, parce qu'il y avait de temps en temps des gens qui venaient passer un Shabbat ou même une semaine parfois, sont très jaloux de voir cette qualité d'écriture qu'on peut trouver chez beaucoup de gens et ils aimeraient bien pouvoir continuer à lire, mais ils ne peuvent pas lire le mur, bien sûr. Et c'est là que, donc, c'est la page que j'ai mis là, c'est la première page de Swastik version imprimée en décembre 1941. Et donc, c'est l'idée de Léo Kohn de faire en sorte que les meilleurs passages ce mur d'expression, eh bien, deviennent quelque chose d'écrit et que ça puisse circuler, qu'on puisse l'envoyer aux gens. Et donc, ça va être fait avec ce qu'on appelle des tapuscrits. C'est-à-dire que, vous voyez, cette page, par exemple, elle était tapée à la machine à écrire par quelqu'un, mais dans la machine à écrire, je ne sais pas si les vieux comme moi se rappellent de ça, il y a 3 ou 4 feuilles carbone, donc qui permet de faire directement quelques exemplaires. Et comme il y a plusieurs personnes qui se dévouent pour taper le journal, eh bien, ça permet de le diffuser. Je n'ai pas de chiffre, bien sûr, mais autour de 15-20 exemplaires, sans doute, au minimum. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Jérôme Lindon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va beaucoup écrire. Donc, il a publié 8 textes qui ont chacun entre 3 et 4 pages. Il a beaucoup écrit dans cette période-là. Il a même écrit quand il est déjà au Maquis. Il continue à envoyer de la production à Swastik, puisque ce journal clandestin a paru, entre guillemets, jusque juin 1944. Et il écrit dans des styles très, très intéressants, puisque d'une part, il s'attelle à montrer que l'hébreu est une langue extraordinaire, mais que c'est compliqué de faire le passage de l'hébreu au français. Il en reparlera beaucoup plus tard. Et donc, le premier texte qu'il a publié, c'est une traduction du psaume 92, on va le voir. Et puis ensuite, il fait un texte de réflexion sur l'alliance du mont Moria, c'est-à-dire en quoi les Juifs sont vraiment liés par cette alliance qu'Abraham a fait avec Dieu autour du sacrifice, enfin de comment on dit, de la Kedat Yitzhak, il y a un beau mot en français, j'ai oublié, de la liaison, de l'attachement de Yitzhak. Et puis après, il va faire ligature, pas liaison. la ligature, voilà, merci. Après, il va faire quelques mois plus tard un espèce de pastiche par rapport à Purim. On va regarder ça tout à l'heure. Il écrit un texte sur le passage de la mer Rouge en montrant à quel point la description de la Torah est extrêmement intéressante. Il va écrire un texte par rapport au sionisme, en montrant que le sionisme, c'est bien pour les étrangers, mais pour les juifs français, c'est bien évident qu'ils ne peuvent que soutenir l'idée sioniste, mais ils ne peuvent pas adhérer à l'idée sioniste. Et puis, le dernier texte qu'il fera paraître, c'est donc un texte qui parle du sacrifice de Shavuot. Donc, on voit que dans toute cette période, il est quelqu'un d'abord qui a beaucoup de dons pour écrire, parce que vraiment, il écrit des textes de plusieurs styles. Il est également quelqu'un qui est extrêmement lié au judaïsme et il a un attachement à Dieu qui est assez particulier, assez spécial, surtout quand on sait ce qui va devenir par la suite. C'est-à-dire que c'est un adolescent de 19-20 ans, mais qui a une foi extrêmement, extrêmement profonde à ce moment-là. Et la dernière partie qu'on verra, c'est des textes de lettres qu'il a envoyés à Castor, à Robert Gamson, où justement on retrouve ces mêmes vues à la fois sur l'importance de la spécificité du judaïsme français et également on parlera de Gilbert Bloch
mais donc chaque chose en son temps, et donc on va maintenant passer au début. Alors voilà le psaume 92, que tout le monde connaît, puisque on le, on le dit le Shabbat, à la fois le soir et le matin, hein, Mizmor Yom HaShabbat, et il fait une traduction qui est non seulement une très belle traduction, mais faites attention, c'est une traduction en vers. D'accord? C'est vraiment de la versification. Il a réussi à construire les phrases de manière à ce qu'elles soient, elles puissent quand même garder cette espèce de poésie qui se trouve dans l'hébreu de la Bible. Et en parallèle, je vous ai mis la traduction du même psaume 92 chez Chouraki, chez André Chouraki, et ça permet un peu comme ça de voir deux styles différents de tradition, mais de voir aussi que vraiment ce type-là qui en mai-juin 43 a tout juste 18 ans, a vraiment un don pour l'hébreu extraordinaire. Donc ça, c'est le premier texte que je voulais vous montrer. On ne va pas rentrer dans le texte. J'ai envoyé exprès, alors j'ai eu des reproches d'avoir envoyé comme ça tellement de textes d'un coup, mais mon idée était que vous puissiez a posteriori aller voir les textes, parce que ça, je sais bien que dans une petite présentation comme ça, on n'a pas le temps d'approfondir souvent trop les choses, et donc si ça vous a intéressé, allez vérifier exactement donc ce que Lindon a fait et a écrit. Deuxième texte, donc je vous en ai parlé, ce texte sur l'alliance du Mont Moria. Alors d'abord, c'est rigolo la manière dont il commence ça. Regardez, Swashit, donc c'est le nom du journal, a déjà publié sous des titres alléchants pas mal d'articles barbants. Celui-là te semblera peut-être appartenir à cette catégorie. Si le fait d'être juif ne t'intéresse pas, arrête-toi de le lire et va jouer au volleyball. Je te dis cela par amour-propre d'auteur. Mais c'est pas seulement de l'humour, c'est aussi quelqu'un qui, déjà à cette époque-là, a une conscience de ses capacités de réflexion, d'écriture, de littérature, et qui est également quelqu'un de très critique, ce qui sera pendant toute sa vie. Et d'ailleurs, on voit ça très bien dans certains textes qui ont été écrits sur lui. Il y a des gens qui l'ont trouvé absolument extraordinaire, comme par exemple, si vous avez l'occasion d'aller lire le livre d'Eshnos qu'il a écrit en 2001, après la mort de Lindon, ça montre vraiment l'humanité et l'ouverture de Lindon, et en même temps, il y a des témoignages sur la manière dont il est extrêmement sec, extrêmement cassant, qu'il peut envoyer les gens vraiment paître, comme on dit, parce que ça ne l'intéresse pas. Et là, d'ailleurs, je peux immédiatement vous livrer quelque chose que je n'ai pas écrit, mais que je pense est intéressant. On verra dans au moins une lettre donc qu'il avait écrit dans sa correspondance avec Castor, avec donc le commissaire général des EI en 1945, et où on voit qu'il a à la fois un très grand respect et une très grande amitié pour Castor. Une vingtaine d'années plus tard, quand Castor est déjà en Israël, il va aller voir Lindon lors de l'un de ses passages en France pour lui proposer un texte, un espèce de journal de guerre qu'il a écrit, et en se disant, ben, si déjà il a une maison d'édition, Jérôme Lindon, ben, peut-être qu'il sera d'accord. Et la manière en tout cas dont la fille aînée, Lia Gamzon, m'a raconté les choses, elle m'a dit il l'a envoyé balader au bas des marches de l'escalier, c'est-à-dire qu'apparemment toute cette amitié qui existait 20 ans ou 25 ans avant avait totalement disparu. Alors, on va lire quand même un petit peu de cette espèce d'analyse, réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être juif. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais juif, tu n'as rien fait si tu n'as examiné le problème de l'alliance. Pourquoi es-tu juif? Parce qu'il y a 4000 ans,
un nomade sémite, Abraham, fils de Terah, a signé en ton nom avec Dieu une alliance perpétuelle. Le fait par lui-même, déjà assez extraordinaire, mérite d'être examiné de près. Toi, cela t'intéresse d'autant plus que cela doit déterminer ta vie. On voit l'exigence religieuse, je ne sais pas trop comment dire, ou spirituelle, qu'a qu'a Jérôme Lindon en s'adressant à des jeunes de son âge, et il est quelqu'un pour qui il y a une importance extrême pour non seulement l'identité juive, mais pour le contenu de l'identité juive. Et bon, et on peut voir peut-être sur la deuxième page, qui est la troisième en fait, qui est la conclusion du texte. Donc je vais prendre à partir du deuxième paragraphe. Et maintenant, vois-tu la grandeur de ta vie? Vois-tu ce que Dieu t'a donné? Tu as signé l'alliance, ne l'as-tu pas trahi? Parce que si tu l'as trahi, tu es le premier et après toi, tu auras fait trahir bien des Juifs, tes enfants, par ta trahison. Tu es responsable non seulement de ta vie, mais de celles qui viendront après toi. Abraham a accepté la responsabilité de toi il y a 4000 ans, et depuis 4000 ans, des générations et des générations de Juifs qui se sont sentis responsables de toi ont agi, ont créé pour que tu puisses vivre, agir et créer. Et tu es mieux placé qu'eux, tu peux mieux agir et mieux créer. Ils ont travaillé avec toi au progrès des hommes et à la montée de l'humanité. Quelle plus belle action possible que de continuer sur cette voie? C'est cela une vie juive. Écrire ça en mai 1943, alors qu'on est quand même dans une période pas simple pour les Juifs, ça, c'est très intéressant à la fois par rapport à cette espèce de foi très profonde que Jérôme Lindon possède, mais également par rapport à cet endroit très particulier, parce que si Lautrec, c'est un centre de formation rurale, c'est aussi un endroit de rencontre intellectuelle extraordinaire, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé justement dans Sois chic, et j'ai fait toute une analyse qui n'est pas encore tout à fait terminée, mais euh, on voit ces jeunes juifs qui, alors qu'il y a déjà 3 ans d'occupation, 3 ans d'antisémitisme, que ce soit de Vichy ou que ce soit bien sûr l'antisémitisme des Allemands qui se trouve à ce moment-là déjà en zone sud, eh bien l'idée de réfléchir sur l'identité juive est quelque chose qui, pour lui, est une véritable priorité. Il veut entraîner les jeunes qui sont là dans la même direction. Je reprends juste une phrase. Cela, c'est absolument indispensable, garçon ou fille de Lautrec qui a 18 ans. Il sait très bien à qui il s'adresse, à des gens qui ont le même âge que lui, et à qui il faut donner à la fois cette conscience de l'importance de l'identité juive et également cette envie de continuer le judaïsme malgré tout ce qui se passe en dehors, dans une ambiance donc, qui se dégrade de plus en plus. Alors, je vais passer au texte suivant. Attends, non, j'ai été trop... Comment je viens, voilà. Alors ça, c'est donc ce texte sur Purim qu'il a écrit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est son introduction. Nous avons consciencieusement relu la Megillah et nous y avons été frappés par 2 choses. D'abord, cette haine à peu près injustifiée d'Aman envers les Juifs, ensuite par l'impitoyable répression des dits, c'est-à-dire des Juifs, après la chute du dit, la chute d'Aman. Cela ne semblait pas cadrer très heureusement avec le caractère joyeux de la fête. C'est-à-dire que ce qui retient de la Megillah, c'est le fait que les Juifs ont massacré plusieurs dizaines de milliers de personnes et qu'ils ils se réjouissent alors qu'il y a eu ces massacres. Entre parenthèses, je ne crois pas qu'il avait vu le film que les nazis avaient fait sur le Juif éternel, mais dans le Juif éternel, un des passages, les nazis montrent que les Juifs se plaignent toujours de l'antisémitisme et qu'en réalité, c'est eux qui massacrent les antisémites. Donc il y a quelque chose un petit peu de parallèle. Comme chacun sait,
Alors, soupçonnant, pardon, quelques mystères, nous nous mîmes en quête de l'éclaircir. Et quelle ne fut pas notre stupéfaction de trouver la solution cherchée, non dans la Bible, mais chez Racine. Hein, Racine qui a donc écrit une pièce de théâtre sur Esther. Comme chacun sait, ce Racine a fait de l'histoire d'Esther un drame. Or, ce que chacun ignore, c'est que dans ce drame, il explique fort judicieusement l'antipathie d'Aman pour les Israélites représentés par le cœur des jeunes Juifs. C'est en effet, vous le verrez, ce cœur qui est la cause de tous nos malheurs. De plus, dans une scène capitale qui jusqu'à maintenant était restée inédite, le même Racine montre que les choses ne sont pas si mal passées, contrairement à ce qu'indique la Bible, on ne sait dans quel but. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on va voir maintenant, c'est une espèce de réécriture de la Megillah. C'est-à-dire que Jérôme Lindon veut arriver à un texte qui sera un texte de réconciliation entre juifs et non-juifs, et non pas un texte qui constate la haine des uns envers les autres. Nous nous faisons un devoir de livrer à votre connaissance cette scène magistrale où Esther dénonce à son mari Assuérus la perfidie d'Aman. Nos lecteurs comprendront de même pourquoi Racine a tenu à ne jamais publier cette œuvre qui aurait réduit à néant la tragédie en 3 actes et un prologue du même auteur. Bien sûr, tout ce qui suit, c'est une invention de la part de Jérôme Lindon, mais le but recherché par Jérôme Lindon, c'est de montrer que pour combattre l'antisémitisme, eh bien, il faut que l'anti-goïsme, si je peux dire comme ça, qui existe du côté des Juifs, disparaisse également. Et donc, toute la scène, il y a plusieurs pages, montre Assuérus qui comprend que ça va pas et qu'en fait, il y a à la fois un amour et une haine qui existent entre Aman et Esther, et donc à la fin, il va pardonner à tout le monde à condition qu'ils arrêtent de parler d'amour, et donc voilà les quelques vers de la fin. On va juste regarder ce que Assuérus dit donc tout à la fin. Approchez mes enfants, je m'en vais vous étreindre en apposant sur vous le baiser du pardon, et vous, mon cher Aman, ne parlez plus donc de ce cœur enflammé qui vous poursuit sans trêve, et vous, ma chère Esther, oubliez comme un rêve l'audacieux amoureux repenti, ô combien tout à ce que je crois est bien qui finit bien, ils s'embrassent tous les trois. Il y a une très belle conclusion qui permet de transformer totalement l'esprit de la Megillah en montrant que finalement les relations entre juifs et non-juifs peuvent être quelque chose qui se passe très bien à condition que les uns et les autres fassent un pas les uns face aux autres, et que donc il n'y ait plus cette espèce de haine qui se trouve en fait de part et d'autre. Voilà, c'est, je pense, très intéressant. On reviendra dessus quand on va parler quand on va parler du livre de Jonas. Alors, donc, maintenant, donc ça, c'est le texte qu'il écrit en avril 44, au moment où il y a tout un débat aux EI, notamment parce que Léo Cohn a réussi à faire un espèce d'accord avec un des groupes sionistes pour faire partir vers la terre d'Israël les gens qui veulent aller se battre là-bas. Et pour lui, abandonner la France et ne pas aller résister militairement aux Allemands pour aller, au contraire, jouer les soldats en Palestine, c'est extrêmement choquant. Et donc, il écrit ça: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces. Ce commandement du chemin se traduit par cet autre commandement plus concret, dont l'importance a été soulignée par Hillel: aime ton prochain comme toi-même. Ça montre au passage à quel point il avait une culture juive importante. Tu n'aimeras vraiment Dieu qu'en aimant les hommes. Aimer et savoir de tout son esprit, de tout son cœur, ce n'est pas assez. Il faut aider Dieu, il faut agir sur Dieu, il faut hâter l'œuvre de Dieu et pour cela préparer le monde au Messie. Le Messie sera là quand tous les hommes du monde attendront le Messie.
ton rôle humain, ton seul rôle humain juif, le voilà, aider l'homme dans sa marche vers Dieu. Et donc, à partir de là, il a tout un développement. Je vous encourage donc à aller le consulter quand vous aurez du temps. Et à un moment, vous voyez cette phrase intéressante, tu n'es pas complètement juif si tu n'es pas complètement français. Pour toi, juif français, dont la mission est si riche en France, pour toi, partir en RS Israël serait une déchéance, une lâcheté, comme celui qui serait capable d'être chef et qui préférerait rester soldat. Le plus possible, tu n'as pas le droit de rejeter ce que Dieu te donne. Et regardez la dernière phrase qui va laisser un souvenir, on en reparlera avec le témoignage de Lucien Lazare, apparemment dans l'esprit de tous les gens qui sont à Lautrec ou qui reçoivent le journal. Et puis, s'il faut mourir, j'aime mieux mourir en soldat qu'en émigré. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une bonne conception de la guerre et de la lutte, c'est celle de travailler à la libération de la France. Là, il y a une mauvaise conception qui est celle de se considérer comme non français et de trahir la France en allant servir une armée étrangère, même si c'est une armée juive en Eretz Israël. Alors, bien sûr, pour Lindon, c'est quelque chose qui peut attirer des jeunes juifs étrangers, parce que ces jeunes juifs étrangers ne peuvent pas avoir ce sentiment d'amour pour la France. Mais les juifs français, les juifs de France, eux, doivent, malgré tout ce qui s'est passé, conserver leur amour et leur action pour participer au sauvetage de la France. Écrit en avril 1944, à un moment donc où il est au maquis, je crois que ça montre très bien cette espèce de judaïsme français qui était, pour Jérôme Lindon, pas seulement ce qu'il avait reçu finalement comme éducation au sein de sa famille, mais qui était également quelque chose qu'il avait développé au contact donc de ce personnage dont j'ai déjà parlé et qui donc s'appelle Gilbert Bloch. Et Gilbert Bloch, alors juste quelques mots sur lui pour comprendre un petit peu le lien qui reliait Jérôme Lindon avec Gilbert Bloch. Gilbert Bloch était un Saint-Cyrien, pardon, et il venait d'une famille juive très extrêmement assimilée. On ne sait pas grand-chose sur sa famille parce qu'en réalité, après sa mort, on s'est aperçu qu'on connaissait seulement sa mère, mais qu'on connaissait personne de sa famille. Toujours est-il que Gilbert Bloch, qui était complètement coupé du judaïsme, a été récupéré par les EI parmi les statufiés que les EI ont aidé à sortir de cette espèce de situation d'être persécuté par le gouvernement de Vichy à travers donc l'antisémitisme de Vichy et qui ont retrouvé une définition positive du judaïsme en s'intégrant aux EI. Et ça a été le cas pour Gilbert Bloch, qui était apparemment un type extrêmement doué, extrêmement intelligent, qui a appris l'hébreu en quelques mois, qui a appris plein de choses sur le judaïsme en quelques mois, et qui, dès fin 1942, est devenu, à la place de Castor, qui lui était très pris par les obligations politiques de son rôle de chef des EI, il est devenu le responsable du fonctionnement de Lautrec, de la formation, etc. Et finalement, Gilbert Bloch a été celui, et je vous l'ai dit, qui a été recruté à Aix-en-Provence, Jérôme Lindon, parce qu'il pensait que pour Jérôme Lindon, c'était important de concrétiser justement cet amour pour la France et cet amour pour la France à travers son identité juive. Et il semblerait qu'ils ont eu énormément d'échanges, de discussions.
Et Gilbert Bloch était vraiment celui dont Jérôme a été le plus proche, à la fois, je suppose, intellectuellement, mais également parce que ils avaient tellement de choses en commun que c'était difficile de ne pas accentuer ce lien. Et alors ça, on le voit très bien dans cette lettre. Alors j'ai eu la chance une fois j'étais à Yad Vashem, et puis il y a tout d'un coup celle qui s'occupait de l'accueil de tout ce qui était versé à Yad Vashem comme document, etc., qui m'a dit viens, viens, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Et c'était en fait la correspondance de Robert Gamzon pendant enfin la fin 44 et l'année 1945, avec les différents EI qui étaient à l'armée, qui étaient au front. Et donc, il y a plein de choses intéressantes sur plein de gens particuliers. Et entre autres, parmi ces lettres, il y a vraiment plusieurs lettres, et je n'ai pas fait le compte, mais je crois que c'est pratiquement celui avec qui Castor, donc Gamzon, a le plus d'échanges. Et à la fin d'une lettre donc, qu'il a écrit le 28 janvier 45, voilà ce qu'il écrit. Dans ton post-scriptum, tu me parles de la mort de Gilbert. Avec tout ce que tu me dis touchant l'importance sociale de sa mort, ce qu'avait dit Gamson, c'était que avec la mort et de Samy Klein et de Gilbert Bloch, le judaïsme français aux EI était extrêmement touché. Donc je suis parfaitement d'accord. Je réalise pleinement l'immense ville que cela laisse dans le mouvement. De mon point de vue personnel, la perte est encore plus grande, mais je ne veux pas considérer les choses ainsi. Je ne veux pas nous voir, je veux voir Gilbert lui-même. Je veux voir ce qu'il a fait d'abord, sa mort ensuite, sa vie enfin. Il n'y a que cela qui compte, et non pas ce qu'il ne fera plus. Le mouvement, nous nous en chargerons. C'est notre travail. Cela marchera ou cela ne marchera pas. Mais cela n'a plus de rapport avec Gilbert et Samy. Samy, c'est Samy Klein, le rabbin Samy Klein. Gilbert et Samy ne sont pas des types qui nous manquent, mais des types qui ont commencé et par lesquels nous vivons et qui veulent vivre en nous. J'aime Gilbert comme je n'ai jamais aimé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de cette phrase. Je ne pense pas qu'il est mort, mais que c'est une phase de la vie où j'ai progressé et par qui je monterai encore. À la fois une force étrangère à moi et le plus cher de moi-même. J'ai du mal à voir une seconde, voilà. Gilbert disait toujours, il faut donner à ces garçons, c'est-à-dire ceux qui étaient aux EI, l'occasion favorable, l'occasion de vivre tout seul, et sans nous, l'occasion d'être des hommes. De ces garçons, il faut faire des fils pour que la vie passe, pour que la vie continue, pour que la vie jaillisse et qu'ils puissent encore aussi savoir ce que c'est vraiment Dieu, c'est vraiment qu'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit et jusqu'au sacrifice. Gilbert n'a peut-être pas vécu toute sa vie, mais il a vécu et c'est assez pour l'empêcher de mourir. Je sais bien que nous n'avons plus de type de ce calibre juif et français. Je le sais, la lutte, ne sera que plus difficile et la victoire meilleure pour nous. Et après, bon, il dit passe le bonjour aux EI avec qui Castor est resté en relation, etc. Mais il y a là dans ce passage quelque chose qui montre à quel point le lien qu'avait créé Jérôme Lindon avec Gilbert Bloch était extrêmement profond, personnel
est véritablement, comme il l'écrit lui-même, comme un espèce d'amour, un amour bien sûr non sexuel, mais un amour véritable comme on peut avoir pour une autre personne avec qui on a énormément de choses en commun et avec qui on veut continuer à avancer. Et moi, j'ai une hypothèse, mais on verra, peut-être que c'est pas la bonne, mais je me suis demandé pourquoi ce type qui s'appelle Jérôme Lindon, qui en 1945 est si près de l'idée de Dieu, de l'idée de judaïsme, de l'importance du judaïsme français, etc., pourquoi ce type, à partir de 1947, en 1946, il a encore fait un petit peu des choses à, à l'Union libérale, la jeunesse libérale israélite de France, qui était à Copernic, mais ça a été que quelques mois, il a fait ça avec sa future femme, et puis finalement, il a quitté totalement le judaïsme et il n'a plus jamais eu vraiment de contact, à part la fois où, on le verra, Lucien Lazare est allé le voir pour un certain nombre de choses. Et donc voilà quelqu'un qui était extrêmement zélé, si on peut dire ça comme ça, pour le judaïsme, pour l'identité juive, et qui, tout d'un coup, va quitter les choses totalement, va devenir un grand éditeur, mais il ne mettra même pas sa maison d'édition au service du judaïsme, il va le mettre un peu, puisque vous savez que, par exemple, les livres de Lévinas seront édités aux éditions de Minuit. Mais c'est aussi sur le plan intellectuel, c'est prestigieux peut-être d'avoir les livres de judaïsme de Lévinas dans sa collection. Mais de manière, à travers sa vie, à travers ses actions, etc., il ne fera plus rien du tout avec le judaïsme. Et moi, je me suis demandé comment ça se fait. Alors, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais Gabi pourra nous dire ça peut-être, si c'est exact ou non, mais j'en ai parlé avec une de nos connaissances communes qui est également un psychologue et qui dit que parfois, il y a des traumatismes qui sont tellement profonds qu'à un moment, ils ressortent et ils font basculer totalement la manière de regarder le monde et la manière d'analyser les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Jérôme Lindon et que c'est pour ça que finalement, quelque part, il a été perdu pour le judaïsme, alors qu'on voit que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement doué. Mais il aurait pu faire utiliser les mêmes dons, non pas dans le monde de l'édition, mais dans le monde de la, je sais pas, de l'animation de la communauté. Il aurait pu très bien aller à l'école rabbinique en disant, ben, puisque Samy Klein a disparu, moi je vais essayer de le remplacer, etc., etc. Or, il n'a jamais pensé apparemment à ces options, mais une fois qu'il est rentré dans le monde de l'édition fin 1946, eh bien, tout le reste disparaît, tout le reste n'existe plus. Et c'est une énigme qui reste, et personne ne s'est vraiment encore pensé là-dessus, parce que je pense que je suis le premier qui ait retrouvé ces textes qu'avait écrit Jérôme Lindon, et j'ai pas parlé en passant comment elle s'appelle? J'ai son livre là, de Anne Simonin. Alors, je vous signale que, il y a quelqu'un qui s'appelle Anne Simonin qui a fait un livre sur les éditions de Minuit, Le devoir d'insoumission 1942-1955, qui est un livre extraordinaire. Si vous aimez à la fois la vie intellectuelle française, le monde de l'édition et des chercheuses en histoire qui sont particulièrement douées dans ce qu'elles écrivent, je vous recommande vraiment d'aller lire ce livre. Mais elle n'a pas vu ça. Parce qu'à l'époque, quand il a sorti son livre, moi, je ne connaissais pas ce livre, et donc j'avais dans mes archives des trésors sur Jérôme Lindon qui étaient encore inconnus. Et j'espère que quand mon livre va sortir sur Soichic et Lautrec, eh bien, ça permettra comme ça d'entrouvrir une porte. Alors,
Arrivons maintenant à Jonas en 1955 et on va voir que ça, sans doute, a un rapport quand même à ça. En 1955, tout d'un coup, euh, Jérôme Lindon, qui jusque-là n'a jamais fait de livre, il en fera encore 2 plus tard, mais il n'a jamais fait de livre, il s'est occupé des livres des autres. Tout d'un coup, il va publier un petit livre qui fait une trentaine de pages et qui est en fait une traduction du livre de Jonas, et une traduction très intéressante d'ailleurs, parce que il intercale dans la traduction un certain nombre de commentaires, et donc si vous avez le temps, allez voir les documents que j'ai envoyés. Là, j'ai apporté à la fois la première page et la dernière page de ce livre de Jonas. Alors, dans la première page, il y a une petite histoire. Sur la route de Kiev, voilà un vieux juif qui court, qui court. Et où cours-tu donc? Comme ça, demande un passant. Où je cours, je vais à Kiev. Et à Kiev, que vas-tu faire à Kiev? Rien, mais je crois que j'aurai une voiture pour revenir. Et à mon avis, Charlie, c'est le genre d'histoire qu'il connaît très bien. Et l'autre histoire, c'est la parallèle, mais ça se trouve sur la dernière page du livre. Et où vas-tu donc comme ça? Demandait en riant le Ninivite. Où je vais? Je vais à Tarsis. Et à Tarsis, que vas-tu faire à Tarsis? Rien, répondit-il. Mais Dieu m'y enverra sans doute chercher la mort qui, sans que tu le saches, lève déjà son bras derrière toi, te quittera alors pour me raccompagner ici, et toi, sans avoir rien su, tu reviendras vivant du fond du tombeau, hein, donc les habitants de Ninive qui seront sauvés. Tu me demandes ici, mon ami, ce que je vais faire dans les abîmes de Tarsis, je vais seulement y prendre ta place. Et la conclusion du livre, je donne de manière générale, donc, Lindon, c'est une réflexion en fait sur le fait que le juif reste toujours juif, et parce qu'il reste toujours juif, il finit toujours par être la victime des méchants de toutes les époques. Et donc, c'est une espèce de fatalisme de l'identité juive qu'il apporte ici. Et j'ai mis également le début du livre, qui est un essai de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire le peuple juif? Alors, que fais-tu? Qui es-tu? Je suis un juif et j'ai peur. Ça commence par ça. Les juifs forment un groupe humain qui n'est cerné par aucune définition spécifique d'ordre objectif. Ni une classe, une nationalité, un nom patronymique, ni un caractère physique, une race, ni une religion. L'antisémite, dont la fonction devrait exiger des moyens de discrimination sûrs, a vite écarté les premiers. Restent les critères fondés sur la religion et la race. Mais on sait que dans un pays comme la France, les Juifs sont généralement détachés de toute observance religieuse. En 1955, et c'est très vrai, une large majorité d'entre eux affirment simultanément être juifs et athées. Il est d'autre part impossible tout détacher, il est d'autre part impossible, tout l'appareil ethnologique de l'Allemagne hitlérienne y a travaillé en vain, de déterminer scientifiquement le moindre élément propre à leur race. L'antisémite a tenté de pallier l'insuffisance respective de ces 2 tests en les accolant. Devint de race juive celui dont 3 grands-parents ont appartenu à la religion juive. Cet étrange échafaudage de l'esprit démontrait l'inexistence même des matériaux à l'aide desquels il prétendait s'édifier. Car autant il est insensé de définir une confession religieuse par des liens de sang, autant il est absurde de définir une race par la pratique de gestes plus ou moins fidèlement enseignés. Il n'existe pas une qualité qui soit à la fois particulière et commune aux bergers nomades de Galilée, aux marins espagnols du XVIe siècle, officiellement baptisés, aux diplomates israéliens, à tel membre du Soviet suprême, à tel financier de la 5e avenue, à ce prolétaire noir qui vit à New York suivant les lois de Moïse, rejeté non seulement par les blancs non juifs, mais aussi par les autres noirs, parce que juifs et par les autres juifs, parce que noirs.
À ces hommes qu'on appelle pourtant tous des juifs, il faut bien en conclure que le concept juif n'existe pas. Il y a aujourd'hui des avares, des lévites, des Israéliens, des plutocrates, des agitateurs, des pratiquants de la religion israélite, à la rigueur, s'il existait des races pures, des sémites. Il n'y a pas à proprement parler de juifs. Cependant, des événements incontestables laissent entrevoir une autre vérité. Un livre très ancien raconte cette histoire. Dieu promit un jour à un berger nomade une postérité aussi nombreuse que les étoiles, et pour elle la possession du pays de Canaan. Le berger était seul et sans alliés, il n'avait pas d'enfants, mais il ne douta pas de la promesse. 4000 ans plus tard, des centaines de milliers d'hommes que séparent leur nationalité, leur culture, leur famille ethnique, leurs conditions sociales, leur conception du monde, entreprennent de conquérir la Palestine et d'en faire un État. Puis, dans une ère de catastrophe où le moindre changement de frontière suffit à déchaîner l'inquiétude ou la colère de la moitié du globe, l'ensemble des nations sanctionne l'établissement de cette nation jaillie de rien et faite d'hommes étrangers les uns aux autres. Mais ces hommes s'appellent Juifs, fils d'Abraham, et cette nation Israël du nom de Jacob. Qu'un ensemble de textes obscurs et hétéroclites, la Bible, ait survécu là où 20 civilisations ont sombré, ce n'est pas forcément un miracle. On peut à bon droit prétendre que c'est le résultat d'une suite de coïncidences historiques. Qu'ait subsisté également un peuple dont les autres n'ont cessé de préparer la destruction par le feu, la conversion, l'assimilation, cela découle sans doute encore d'un enchaînement explicable a posteriori. Mais la constatation essentielle que l'on peut tirer de l'extraordinaire aventure de la déclaration Balfour, c'est qu'un groupe qui n'existe pas en tant que tel puisse cependant exister au point de modifier l'aspect politique, stratégique et économique du monde. L'important, c'est l'existence tout à coup vérifiée sur un point des Juifs que pas une loi, pas un critère ne définit, mais qui un jour à la question « Qui es-tu » ont répondu « Je suis un Juif comme Jonas ». Moi, je trouve que c'est un texte extraordinaire et qui montre qu'en tout cas en 1955, malgré tout, Lindon était encore interpellé par ce qui se passait en Israël, même s'il avait assez de mal à comprendre comment ça peut se passer, mais il constatait que c'était des Juifs et que lui-même avait finalement un rapport avec ça. Et alors, il y a plusieurs personnes qui ont fait des critiques très laudatives du livre, mais finalement, peu de gens l'ont lu. Il n'y a que les Juifs qui ont vraiment été intéressés par un livre sur Jonas avec une traduction de Lindon sur Jonas. Mais je pense que on s'aperçoit à ce moment-là que des choses qui avaient été tellement importantes pour Lindon, quand il était entre 43 et 45, d'abord à Lautrec, au maquis et ensuite à l'armée, n'ont pas totalement disparu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est resté, et cette question, donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif, lui-même, apparemment, continue à se la poser, même si ça apparaît pratiquement pas dans son travail comme éditeur. Alors, on va terminer grâce à Lucien Lazare. C'est un, un enfin, c'est plusieurs interviews que j'ai mis bout à bout et qui sont basées sur le fait que il y avait eu au Mémorial de la Shoah en 1997 un colloque consacré aux Zéhi pendant la guerre. Et voilà le témoignage sur Lucien Lazare sur Lindon, à la fois de manière générale, qu'est-ce qu'il m'a dit sur ses souvenirs sur Jérôme Lindon, mais également sur ce colloque et la participation étrange de Lindon à ce colloque en 1997. Alors je lis. Jérôme Lindon avait une contribution culturelle qui tournait essentiellement autour de réflexions sur quelle est la signification d'être juif, sur la spiritualité juive et ce qui la distingue des autres spiritualités. Lorsqu'en 1944, vers le début, sont publiés des appels de Léo pour l'Alia et le fait qu'il encourage les jeunes des Zéhi à choisir l'Alia,
Jérôme Lindon, qui a une vision très française de l'identité juive, réagit dans un article contre cette conception. Lucien se souvient encore de la phrase qui a frappé tout le monde: « Je préfère mourir en soldat plutôt qu'en immigré ». La réponse de Léo avait consisté à retourner la formule, vouloir mourir en soldat et en émigrant. Le père de Jérôme était président du KKL après la guerre. Il était préoccupé fin des années 50 et début des années 60 par les options de Jérôme assez anti-israéliennes. Il avait contacté Lucien, qui était alors à Strasbourg, pour lui demander d'intervenir et d'orienter son fils dans un sens plus favorable à l'État d'Israël, en pensant que leur passé commun du maquis pourrait aider. Lucien avait expliqué qu'il n'avait plus de lien avec Jérôme Lindon et que cela serait sans doute contre-productif. Entre parenthèses, pourquoi Lucien Lazare et Jérôme Lindon avaient un lien particulier? Parce qu'ils étaient les deux plus jeunes du maquis et qu'ils ont été tous les deux dès le départ, donc dès décembre 1943, dans cette fameuse ferme de la Malquière. Lorsque Lucien était secrétaire général de l'UEJF dans les années 50, il s'était adressé à Jérôme Lindon pour publier les notes de Ner sur Qoheleth, et cela avait paru sous la double édition de minuit UEJF. J'ai le livre ici quelque part. Il lui a proposé ensuite les figures d'Israël de Paul Boer. Il ne se rappelle pas s'il avait accepté. Plus tard, il lui a demandé de publier un manuscrit que Lucien avait écrit pendant la guerre d'Algérie, en 60 ou 61. Le thème en était qu'un porteur de la tradition juive se doit de stigmatiser le pouvoir qui a condamné Odin. Mais le manuscrit a été refusé. Odin, c'est donc celui dont on parle dans le livre sur la question, donc sur la torture, puisque l'auteur du livre a rencontré donc Odin, qui a été tué par les militaires. Un contact significatif a eu lieu lors d'un colloque sur les EI pendant la guerre en 97. Jérôme Lindon y a assisté du début jusqu'à la fin, et cela a étonné beaucoup d'anciens. Il faut dire, ça il me l'a dit à un autre moment, mais je n'ai pas rajouté, mais que jusque-là, Jérôme Lindon n'avait jamais participé à aucune des réunions, des nombreuses réunions qu'ont fait les anciens de la résistance juive. D'après Lucien, il semblait avoir abandonné son invocation de l'identité française juive contre l'affirmation de la nationalité juive. Son discours était différent de l'image qu'on avait de Lindon sur ce sujet. Il trouvait positif que Lucien soit en Israël et a manifesté son admiration pour la famille de Lucien en Israël. À propos de la raison qui l'a fait abandonner sa foi dans le Dieu d'Israël après la fin de la guerre, il ne sait pas si la mort de Gilbert Bloch l'a influencé, donc je l'avais proposé ça comme hypothèse, mais il y a eu aussi une affaire de cœur. Il avait eu une assez dure déception avec une cheftaine dont il était amoureux en 45-46, donc c'est une autre manière d'expliquer les choses, mais c'est aussi un traumatisme. Voilà, c'est ce que je voulais présenter. Si vous avez des remarques, des questions, ben, je serais très, très content. Je vais juste une seconde fermer ça. Alain, Ouais, d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est que, enfin, j'ai recherché aujourd'hui sur Jérôme Lindon. Alors, à partir de 69, il s'est lancé dans le combat pour les Palestiniens. tout à fait. Vergès a publié un bouquin qui s'appelait Pour les Fédayines. Pour les Fédayines, il l'a publié. Après, il y a un truc qui s'appelle la Revue La des revue études palestinienne. palestiniennes. C'est les éditions de Minuit. Et, comment il s'appelle celui-là? Mahmoud Derwish, un poète palestinien, aussi Qui a été publié par les Jérôme Lindon. Ça veut dire que, je ne sais pas, ça contredit un peu ce que Lucien a dit, mais il y a aussi là un mystère, parce que là, c'est vraiment être passé de l'autre côté, vraiment. Écoute, d'abord, les gens changent. Ensuite, je veux dire, euh, par rapport à ce qu'il a, l'espèce d'admiration qu'il avait eue par
parlant de la famille de Lucien, ce que Lucien m'avait rajouté, je ne l'ai pas écrit là, il avait dit à la fin de cette conversation, c'est toi qui as eu raison. Et je pense que, encore une fois, c'est Dixit Lucien, moi j'insistais pas, mais je pense que il faut regarder aussi ce que sont devenus les deux enfants de Lindon. Donc sa fille, qui apparemment s'est jamais mariée, je suis pas sûr qu'elle ait des enfants, et puis son fils, j'ai oublié son prénom, Maxime ou un machin comme ça, c'est en M, qui est un auteur de romans et un journaliste, mais qui est out of blue, enfin du point de vue du journaliste. Je pense qu'il a eu, en écoutant Lucien qui racontait qu'ils ont fait leur alia et puis qu'il a un fils au kibbutz, je te répète ce que Lucien m'a dit, hein, et que voilà, il a admiré cette espèce de continuation qui avait existé chez Lucien Lazare par rapport à son identité juive et par rapport à ce qu'il avait fait pendant la guerre. Et finalement, lui, et tout ça n'existait plus. Et je pense que bon, euh, je suis pas sûr que Lucien Lazare s'est trompé sur le fond, mais d'un autre côté, il était une des grandes personnalités de la gauche française. Il avait beaucoup agi. C'est vrai que en tant qu'homme de gauche, donc c'était très important de lutter pour l'égalité des gens et le fait qu'il y avait des gens malheureux, les pauvres Palestiniens qu'il fallait aider, etc. Voilà, je pense que s'il avait vécu aujourd'hui, il serait du côté des manifestants qui sont dans les universités en France ou aux États-Unis. Voilà, Bon. c'est ce que je peux dire. D'autres remarques? Non? Si vous avez le courage, allez lire les textes parce que moi, je les ai trouvés extraordinaires, notamment le texte sur l'alliance là, du Mont Moria. C'est, comment dire, d'une beauté par rapport au judaïsme et au lien religieux du judaïsme. Je vois Dina qui est là, peut-être que, je sais pas si ta fille elle est capable de lire ça ou non, mais je pense que c'est quelque chose qui l'interpellerait beaucoup parce que c'est le genre de discours qu'elle-même a parfois quand elle fait des interventions à Sion. On n'entend pas ce que tu dis. Il y a un problème avec ton micro. Ton micro ne marche pas. Non, juste un Ah, essai de voilà. question. On ne me voyait pas, mais j'ai écouté toute la conférence. Merci beaucoup, c'était intéressant. Bon, c'est un peu triste parce que c'est vraiment un parcours. C'est un parcours. Pour nous, c'est triste parce qu'il avait des capacités qui auraient pu servir à autre chose que. Bon, enfin, bref. Mais moi, je pense que, je sais pas, c'est une idée, mais quel était le parcours de sa femme? Euh, Tu sais, en et- général, on dit et- chercher la femme. Je sais pas, tu dis, mais qu'est-ce qui l'a fait changer complètement de... C'est quand même étonnant, je veux dire. Alors, c'est vrai qu'il était très jeune et c'était la guerre et je sais pas, c'est un petit peu tu sais, je vais te c'est un dire, revirement à 180 degrés. je vais te donner un petit témoignage personnel. Il y a exactement 10 ans, j'ai fait un mariage de personnes en France dont le père avait été un des responsables des EI, enfin les parents, et par hasard, la tante du marié était une fille que j'avais connue aux EI et qui était vraiment complètement à l'intérieur. Elle venait en plus d'une famille séfarade très traditionnelle, etc. Et cette fille s'était mariée avec un non-juif et donc n'avait avait continué une vie très intéressante, je suis sûr, mais complètement coupée du judaïsme.
Et là, il m'a dit, quand on discutait après le mariage, il m'a dit, j'ai un grand problème parce que je ne sais pas comment faire pour que mes enfants aient envie de d'aller en Israël et envie de parler du judaïsme parce que je leur ai rien transmis. Et c'est comme ça, il y a des gens qui font des choix dans la vie et qui sont parfois des mauvais choix, mais ils ne le savent pas au moment où ils le font, quoi. Ok. Pas d'autres commentaires de ce point de vue-là. Bon, on n'est pas sûr non plus que cette fille regrette son choix. Je veux dire, peut-être qu'elle a choisi. Enfin, moi, C'est-à-dire, c'est quand elle regrette de ne pas avoir transmis, mais peut-être qu'elle regrette pas d'avoir choisi celui qui est devenu son mari. peut-être je me suis trompé dans mon analyse, mais c'est ce que j'ai senti pendant la demi-heure où on a parlé. C'était pas juste une Non, elle conversation regrette spontanée. de ne pas avoir transmis, je veux bien le comprendre, je veux bien le croire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle regrette d'avoir choisi ce conjoint-là. Elle peut penser qu'elle aurait dû, avec ce conjoint-là, mener sa vie différemment en transmettant des choses à ses enfants, par exemple, sans renoncer. Ok, s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Merci beaucoup, Alain, c'était passionnant. Je ne connaissais rien à tout ça et c'était passionnant. Merci. Ok, et je suis désolé de l'erreur, la édition de midi, donc j'ai honte d'avoir écrit une bêtise, mais vous avez rétabli par vous-même. Bonne soirée et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci Alain, Shabbat Shalom. תודה רבה.